écoutez, c'est parti. Voilà, je vous merci beaucoup d'être tous. Oui, tu dis, Samuel? Ah, Samuel, ouais, mais tu sais, c'est déjà 18h15. Ils vont venir petit à petit, ils vont se greffer, hein, quand il y aura le discours de monsieur le député. Donc un mot, merci beaucoup pour votre participation, chers amis. C'est impressionnant le nombre de personnes qui assistent à cet événement. Je suis très honoré et très fier de vous voir ici. Je n'ai jamais vu autant, depuis que je suis, moi, à la tête de cette fédération, autant de personnes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes la manifestation que le Rassemblement national progresse partout. Et donc, au nom de cette fédération Rassemblement national, je vous souhaite une très belle année 2025, à la fois en termes de santé, parce que c'est très important, sans la santé, on ne peut rien faire, mais aussi de réussite dans votre vie et de vos proches. Et que cette année 2025 soit l'opportunité pour vous, soit d'un nouvel accomplissement, ou bien pour certains d'un renouveau, pour un avenir heureux. Voilà, car il faut donner un espoir aux Français en général et aux Terrifortains en particulier. C'est ce que nous essayons de faire ici au Rassemblement national, au territoire de Belfort, et de faire des efforts pour réaliser en cette période d'instabilité politique que vous connaissez tous, hein, avec Barnier, puis aujourd'hui le nouveau Premier ministre, car depuis la dissolution de cette Assemblée nationale et le barrage du parti unique qui nous a empêchés, donc au mois de juillet dernier, d'accéder à Matignon avec Jordan Bardella comme Premier ministre, le parti unique essaie tant bien que mal de nous imposer son agenda européiste et mondialiste à tous les niveaux, et je vais en citer que deux pour pas trop partir dans toutes les directions. D'abord au niveau migratoire, avec les associations immigrationnistes qui sont subventionnées comme jamais, couvertes d'or par vos impôts, et pour nous imposer une immigration que nous ne voulons pas, jusqu'à des programmes de relocalisation dans nos campagnes. Alors ça ne fonctionne plus, moi je vais faire ça, tant pis. Voilà, ce sera... Donc à l'instar de ce qui se passe à Delle avec Madame Larcher, qui a passé l'année dernière avec l'ancien préfet un contrat d'accueil territorial et d'intégration pour accueillir les étrangers et les migrants. Or, nous voyons partout que ce modèle, donc ça consiste à ce que l'État donne de l'argent aux municipalités qui s'engagent à accueillir des nouveaux migrants. Et partout où cette politique a été appliquée, nous voyons, on voit beaucoup de trafic de drogue et de règlement de compte qui aboutit à des coups de feu et des morts. Donc il faut s'opposer à ces contrats et l'arrivée de ces migrants sous peine de voir que toutes nos villes deviennent des narco-cités, prélude à ce que la France devienne un narco-État. Et puis de l'autre côté, vous avez ce néolibéralisme. La France devient toujours plus dépendante d'une désindustrialisation et d'une dépendance d'une Commission européenne non élue. Déjà, on l'a vécu ici dans le territoire de Belfort avec le nucléaire, qui a vu être démantelé et vendu à des Américains. Et la conséquence de ça, par le fait de politiques comme le tarif européen de l'énergie, des coûts énergétiques qui ont explosé sous l'effet donc à la fois d'une géopolitique absurde qui montre bien le vrai visage de l'UE, ce qu'elle est, c'est-à-dire une Europe qui veut s'étendre partout, qui veut conquérir le monde et qui veut donc qui fait la guerre, et on le voit en Ukraine. Et aussi, de l'autre côté, une transition énergétique tout aussi débile autour de renouvelables dont nous n'avons que faire et qui coûtent un pognon de dingue sur notre budget et sur nos impôts, en plus d'être les supports à toutes les corruptions. Et là, je pense en particulier à ce que les gens, s'ils suivent l'actualité, il y a des projets d'installation d'éoliennes entre Morvillard et Montreux-Château, et il faut absolument s'opposer à ça. Et je crois que du côté de la gauche, par contre, notamment dans la communauté commune de Sud Territoire, les élus souhaitent avoir cette transition énergétique. Et d'ailleurs, hier, Monsieur le préfet nous a réitéré en Corse sa volonté de participer à cette transition écologique. Et
pour finir sur cette question d'absurdité en termes de transition énergétique, il y a le côté transport. Vous savez que cette transition énergétique aujourd'hui à la Schlag aboutit à la création de ces ZFE, donc des zones à forte exclusion, qui fait que nous tous, avec nos voitures, nous devenons étrangers dans notre propre pays. Nous ne pouvons plus aller à Lyon, à Paris, à Dijon. Et c'est vraiment un scandale que les migrants d'un côté ont le droit à tout ce pays, alors que nous, de notre côté, nous ne pouvons pas bénéficier et jouir de notre propre pays. Bref, vous l'avez compris, mes chers amis, il faut continuer le combat et prendre le pouvoir au plus proche de nos concitoyens. C'est pourquoi l'année 2025, là, qui s'ouvre actuellement, sera dans la continuité de ce que nous avons vécu en 2024. 2024 qui a été un grand cru, avec l'élection de notre député Guillaume Bigot, et 2026 qui doit nous voir arriver aux fonctions locales dans les conseils municipaux. Donc voilà ce que je voulais dire. Un mot aussi sur cette fédération. Vous dire que nous avons énormément progressé ces dernières années. J'en veux pour preuve la fidélité que vous témoignez aujourd'hui avec cette magnifique affluence pour cette réunion. Aussi, le bureau s'est considérablement renforcé avec l'arrivée de nouveaux visages et je souhaite tout de même les remercier pour leur engagement. Alors je vais les nommer, je vais tous les nommer parce que je souhaite que ce soit un moment comme ça de remerciements pour leur contribution. Alors d'abord les anciens, comme Yvan au trésor de cette fédération, Sébastien, notre responsable de sécurité, qui assure le bon déroulement de cette réunion et qui mérite toute notre gratitude et surtout ce qu'il apporte dans ce parti. On se rappelle des élections de 2022. Je souhaite aussi remercier Cindy qui m'accompagne depuis le début depuis que je suis donc délégué départemental dans cette fédération. Aurore aussi, également, une militante depuis très très longtemps et d'une fidélité sans faille à ce parti. Également Alexandre Larribé, alors il n'est pas là malheureusement ce soir, mais je souhaite aussi le féliciter. Et puis, donc, ce que je voulais noter, c'est les nouveaux. Alors, donc Guillaume aussi, qui est arrivé en tant que député, il fait partie de notre bureau. Quentin aussi, j'ai oublié de le dire, mais il fait partie maintenant, qui était délégué départemental jeune et qui a pris le poste de délégué départemental adjoint, donc qui est mon bras droit sur un certain nombre de sujets. Également Samuel qui nous apporte énormément dans l'organisation comme aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui tout se passe comme prévu. Déborah également, merci beaucoup à ce qu'elle fait pour la partie communication. Et aujourd'hui, je suis très honoré de l'avoir dans cette fonction. Et également Valentin, qui est devenu le nouveau délégué jeune adjoint, qui s'implique avec sa compagne Anaïs. Donc voilà, je crois qu'on peut les applaudir tous. Et je les remercie pour leur implication. Alors, je vais aller vite parce qu'effectivement, il y a aussi des interventions. Ce que je voulais finir dans mon intervention, c'est de dire que nous devons poursuivre cet effort pour une implantation locale afin de s'approprier le pouvoir au plus près de la population. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous tous pour participer à cette aventure sans qui rien ne peut se faire. Aussi, avant de laisser la parole à notre cher député Guillaume et puis ensuite à Quentin qui, lui, va vous parler des municipales au nom de la fédération. Donc je lui laisse la parole pour vous présenter le sujet. Ce sera son baptême du feu en tant que porte-voix de cette fédération. Voilà, mais donc avant de leur laisser la parole, je voudrais quand même dire ces derniers mots, c'est de rendre hommage à celui qui nous a quittés, à Jean-Marie Le Pen, parce qu'à travers lui, c'est aussi rendre hommage à tous les militants qui ont, pendant des années et des décennies, milité, tracté, qui ont reçu des crachats. C'était pas facile pour vous tous, pour eux et pour les vieux de la vieille. Et puis parce que sans lui, Marine n'existerait pas si au préalable il n'y avait pas Jean-Marie qui avait tracé ce sillon, qu'il a tracé depuis plus de 160 ans. Certes, Jean-Marie a fait quelques erreurs politiques, ça on ne le niera pas. Il y a eu quand même des choses pour lesquelles on ne pouvait ne pas partager nécessairement.
Mais je crois que ça reste anecdotique par rapport à ce qu'il nous a apporté. Et aujourd'hui, si nous sommes là, si nous avons encore la chair, la France, et que nous y croyons encore, je crois qu'une partie de son engagement est là pour témoigner de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus si nombreux. Et je vais donner la parole à notre cher député Guillaume Bigot. Merci beaucoup. Merci, merci Christophe. Et écoutez, normalement, dans toutes les cérémonies de vœux auxquelles j'ai assisté, et croyez-moi, le marathon des vœux, c'était véritablement un marathon. À la différence du vrai marathon, parce que le marathon, on perd du poids, le marathon des vœux, c'est pas exactement les mêmes effets sur le plan de l'équilibre alimentaire, mais sur la fin du marathon, on peut tirer un peu la langue, trouver que... Mais là, c'est particulier, ce sont pas des vœux, disons, formels, ce sont des vœux amicaux, ce sont des vœux entre nous. D'abord parce que beaucoup de visages sont des visages d'amis, parce qu'aussi beaucoup d'entre vous, vous étiez là et que vous n'avez pas peu contribué à mon élection au mois de juin et de juillet dernier. Donc ce sont des vœux qui me sont particulièrement chers. Donc cette tradition n'est pas difficile du tout à sacrifier et voilà, on va pas faire dans le formalisme. Je vous peut-être une parenthèse sur les vœux. Moi, je suis aussi beaucoup frappé quand même par un rapport au travail dans notre société qui est très étrange. Les mois de mai, c'est quasiment que des ponts. Le mois de janvier, pour toutes les autorités, c'est quasiment que des vœux. 14 juillet, il ne se passe plus rien jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. C'est quand même très étrange. On a un président de la République qui se félicite que peut-être, on paiera dans les autoroutes avec des téléphones portables. Bon, tout ça est quand même très inquiétant. Le Maroc vient d'autoriser les drones taxis sans pilote. Le Maroc. La moyenne de croissance du Maroc, c'est 4,5%. Ça fait 20 ans qui n'avance pas, recul. Donc nos enfants seront femmes de ménage au Maroc. Ça continue, c'est ça le délire. On est dans un délire, en fait. Dans un délire collectif absolu, fou, au point où un Premier ministre peut se réjouir que les gens se lèvent à 7h du matin. Les gens se lèvent à 7h du matin, oui, pour aller bosser, ça peut arriver, oui. Ah non, c'est fantastique, il y a des gens qui se lèvent à 7h, il faut les applaudir, etc. Enfin, on est chez les fous. On est dans un hôpital de fous, en fait. La France est depuis 50 ans, 60 ans, dirigée par des dingues. Donc il faut sortir de cette folie-là. Et je sais que si vous êtes tous là, et ça a été rappelé, même si je ne suis pas nécessairement un grand fan de Jean-Marie Le Pen, mais s'il a le grand avantage d'avoir été le père de Marine, et qu'effectivement, sans Jean-Marie, il n'y aurait pas Marine, et que cet homme-là, somme toute, quels que soient ses péchés, ses défauts, il a quand même été très courageux, c'est indiscutable, et quand même, il y a des gens qui se sont levés bien avant les autres, et il faut le saluer et le reconnaître. Donc moi, je voulais vous dire simplement que c'est vraiment un plaisir de célébrer ces vœux avec vous, que ces vœux, c'est le moment de faire un petit bilan, ce qu'on va essayer de faire rapidement, et évidemment, pour commencer, et c'est la tradition, se souhaiter le meilleur. Je l'ai dit dans les vœux, mais je le pense profondément, c'est l'être humain, comme disait le psychanalyste Lacan, est un être de mots. On est constitué par des mots, puisque l'être humain, finalement, c'est un mammifère, non seulement qui sait qu'il va mourir, ça le rend un peu bizarre, parce qu'il est quand même angoissé, contrairement aux animaux qui sont à manger, à boire, tout va bien pour eux. Nous, on sait quand même que l'issue est inéluctable. Après, on croit pas, c'est un autre sujet, mais ça fait de nous des mammifères très particuliers. Et surtout, on n'est pas dicté par notre code génétique, en fait. Sur le code génétique, c'est très important. Et ça, il a aussi dans cet hôpital de fous de dire il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, etc. Enfin, on est vraiment chez les dingues. Mais en attendant, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est le code culturel, c'est la culture. Et la culture, ce sont les mots. Et les mots, comme vous le savez, on peut tuer avec des mots, on peut faire mal avec des mots, on peut aussi faire du bien avec des mots. Et je pense que c'est ça les vœux, c'est de se souhaiter le meilleur. Peut-être qu'on ne va pas fabriquer l'avenir, mais en tout cas, le fait de se souhaiter le meilleur, à un moment dans l'année, c'est quand même extrêmement important. Donc du fond du cœur, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite évidemment le meilleur. Je souhaite la santé d'abord, c'est la base de tous les bonheurs. Je souhaite le succès et je souhaite le bonheur, parce qu'on est dans une époque qui est un peu difficile sur le plan civique, sur le plan national du pays. Mais on peut être aussi connaître des bonheurs, heureusement, des bonheurs individuels. Et la France, c'est aussi parfois un pays qui est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, même si au plan politique, il y a quand même beaucoup
de sujets et qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Voilà, donc après vous avoir souhaité cette bonne année, moi je ne vais pas faire le bilan de mon mandat à 6 mois, d'abord parce qu'il y aura une conférence de presse la semaine prochaine sur le sujet, que ça serait un peu aussi un peu formel, vous dire combien de communes j'ai visité, beaucoup, combien de gens j'ai rencontré, beaucoup, combien de textes on a voté, combien de nuits on a passé à batailler, combien de commissions d'enquête, d'interpellation du gouvernement, etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, c'est une immense fierté et plaisir, c'est au-delà du plaisir. Je pense que c'est maintenant une mission. Je ne considère pas que c'est un travail, je considère que c'est une mission, une obligation qui me pèse sur les épaules, même si ça me propulse aussi de vous représenter, la seconde circonscription et le territoire de Belfort de manière la plus digne possible à l'Assemblée nationale. Je m'estime, et même si nous sommes entre nous des militants de la cause nationale républicaine, je pense que voilà, le député se doit d'être le député de tous les habitants de la seconde circonscription, qu'ils aient voté ou pas pour moi. Il faut évidemment les entendre. Et en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que, au-delà de cette fierté maintenant d'être belfortin, d'être valdoyen même pour la permanence, c'est que il y a quelque chose qui, comme un fil rouge en fait, dans toutes les rencontres que j'ai pu avoir. J'en prends quelques exemples. J'ai rencontré un couple qui travaille dans le taxi. Bon, il y a longtemps qu'ils sont dans le taxi, c'est un travail difficile. Il y a toute cette problématique du taxi sanitaire, des allers-retours, du prix du carburant, j'en passe et des meilleurs, bien sûr de la paperasse administrative, bien sûr des règles qui changent constamment. Et ces gens-là, en fait, ils sont comme beaucoup, ils sont juste à la limite, à la ligne de flottaison, c'est-à-dire si le niveau de l'eau il augmente de quelques centimètres, il coule, c'est fait, en fait. Voilà, on leur a dit plus de remboursement ou la moitié de remboursement quand il y a des courses qui sont des courses courtes. Pourquoi ? Pour faire quelques petites économies par-ci par-là, sauf que eux, en fait, toute leur économie s'écroule et ils plongent dans la grande pauvreté. Et en appuyant sur un bouton, c'est des milliers, des dizaines de milliers de foyers qui vont, de gens qui travaillent dur, très dur, pour le coup, qui se lèvent le matin, qui vont basculer. J'ai rencontré des habitants dans des HLM. Moi-même, j'ai grandi dans des HLM, je connais bien cet environnement, mais je dois dire que je ne m'attendais pas à voir ça. Et pour le citer, c'est Territoire Habitat. J'ai rien contre Territoire Habitat, mais enfin, la manière dont ils traitent les locataires, les fissures dans des murs porteurs, de l'eau qui s'infiltre, des marches qui tombent sur les gens, le mépris le plus total avec lequel on peut traiter les locataires, qui sont avec des retraites juste ric-rac, et la manière absolument cavalière et méprisante dont on va les traiter pour leur dire « Attendez, on va faire des travaux d'embellissement parce qu'on a reçu des subventions, alors comprenez, on va faire des travaux aussi pour l'environnement, pour sauver la planète, pour sauver le CO2, enfin, tout ce qu'on importe dans les supermarchés, toute la mondialisation, tout ce système-là. Je ne parle même pas des réunions sur le CO2 où ils vont tous avec 850 jets privés pour se réunir et parler du CO2. Tout ça, c'est Tartuffe, évidemment, on le sait bien. Mais là, évidemment, alors que la France produit quasiment plus rien, on n'émet plus de CO2, mais bon, il faut absolument rénover, c'est l'urgence, bien sûr, tous les logements sociaux pour éviter que le CO2 sorte de ces immeubles. Bon, et à l'arrivée, en fait, ils se rendent compte que les entrepreneurs ne savent même pas qu'il y a des problèmes de structure dans le bâtiment. Ils vont démarrer les travaux, ils vont contacter, paniquer des assurances, ils m'ont contacté, ils ont mis des capteurs. Enfin, cette situation est vraiment alarmante. Et on se demande où on vit, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu le sens des responsabilités ? Les pompiers, c'est la même chose. Les pompiers m'ont dit que quand ils ont démarré, des pompiers volontaires aussi, d'ailleurs, pas tout à fait problématique pour les pompiers professionnels. Quand ils ont démarré, on a beaucoup de pompiers sur le territoire de Belfort, on a beaucoup de militaires, on a beaucoup de réservistes, etc. Donc on a un esprit civique assez fort et on n'en est pas peu fiers, à juste titre. Mais ces pompiers qui démarrent souvent très tôt, maintenant on leur demande de faire, non pas comme ça a commencé, c'est-à-dire ils avaient, je crois, 20 jours de formation. Là, ils ont 18 mois de formation. Et pendant 18 mois, ils ne voient pas le feu. Pendant 18 mois, c'est que de la théorie, avec des gens dont ils me disent qu'ils ne connaissent rien. En réalité, c'est complètement des formations théoriques. Est-ce que c'est pour payer des cabinets, des trucs, des copains ? J'en sais rien. Est-ce que, pareil, pourquoi ces travaux, d'ailleurs, sont sortis ? On se demande, je ne veux pas faire tomber dans le complotisme, mais 18 mois de formation, tout ça est en dehors de toute réalité.
Et les pompiers me disent, comme d'ailleurs les soignants, comme les policiers, comme les gendarmes, ils ont choisi de faire ce métier parce que c'est un métier dans lequel on se sent utile, parce qu'on a une vocation, parce qu'il y a un peu d'adrénaline, il est vrai aussi, souvent dans des situations de danger, et parce que vraiment, là, on va exposer sa vie pour sauver celle des autres. Alors, pas tous les matins, il y a aussi des missions de pompiers qui ne sont pas des missions, disons, héroïques. Mais là, on les bombarde tellement de contraintes, on change tellement les contraintes, on change tellement les règles, toutes les 5 minutes, debout, assis, couché, ah non, c'est pas le bon uniforme, non, c'est pas ça, non, retournez en formation. Ils perdent le sens de ce qu'ils font. Ils me disent, on est épuisé, on est usé, il y a tellement de contraintes qui pèsent sur nous, on devient fou. Les soignants vous disent exactement la même chose, exactement la même chose. On les bombarde de contraintes, on change en permanence les jauges. Voilà, à un moment, les gens perdent un peu le sens de ce qu'ils font. Les buralistes, enfin, là aussi c'est un sujet, mais il y en a 1000 si vous voulez. Les buralistes, c'est pareil, on va les surtaxer, on va leur imposer des contraintes absolument drastiques dans tous les sens. Et simultanément, voilà, l'explosion du trafic de cigarettes, ou trafic de stupéfiants, mais trafic de cigarettes, on a parlé tout à l'heure avec Yvan qui est dans les douanes, mais trafic de cigarettes, il n'y a quasiment pas de répression. Vous allez sur Facebook, vous faites cigarettes, livraison à domicile, territoire de Belfort, vous avez des sites qui vous proposent de cigarettes, fausses cigarettes, pleines de produits chimiques hyper cancérigènes. Signalez ça, on s'en fout en fait. De toute façon, des crimes beaucoup plus graves ne sont pas réprimés, le trafic de stupéfiants est difficilement réprimé. Alors oui aussi, c'est fini le trafic de stupéfiants. Bon, écoutez, si vous voulez prendre rendez-vous, moi je connais des gens dans les résidences, j'ai tourné dans les fours la nuit, il y a quand même beaucoup de trafic. Hein. On peut y aller si vous voulez, même cette nuit, c'est pas un problème. Ça démarre vers minuit, 1h du matin, vers la rue de Moscou là-bas, ou je sais pas où, enfin c'est des rues qui ont un nom de capitale européenne. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne très bien, ça tourne. Voilà. Ils reçoivent correctement les clients. Moi je suis pas acheteur, mais on a discuté avec eux, ils ne savaient pas qui j'étais. Ça fonctionne. Les maires, il faut en dire un mot aussi des maires. Et, enfin, là aussi, c'est un sacré sacerdoce. C'est-à-dire que les gars sont pompiers, ils sont comptables, ils sont policiers, ils sont assistantes sociales, ils font tous les métiers du monde en réalité. Les administrés ne sont pas toujours très sympas avec eux, se comportent de plus en plus, non pas comme des citoyens à leur égard, mais comme des clients. Et là aussi, ils sont bombardés d'injonctions contradictoires. L'État, qui n'équilibre pas ses comptes, leur demande de tenir des comptes en équilibre. On change des règles toutes les 5 minutes, on fabrique des normes, etc. Enfin bref, ils deviennent fous en réalité. Et je crois qu'on devient tous fous. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Plus généralement, ce que je constate aussi, c'est que tout le monde essaye de résister à ce courant, et en particulier les élus locaux. Que les élus locaux aient une couleur politique qui n'en est pas, qui soit de la nôtre ou pas de la nôtre, je pense que beaucoup d'entre eux, en réalité, font vraiment ce qu'ils peuvent pour lutter contre le courant, mais finalement, sans se rendre compte, ils acceptent des choses qui me semblent inacceptables. Ils sont par exemple extrêmement contents de récupérer quelques subventions, sans vraiment comprendre que les subventions, c'est juste nos impôts en fait. On paye 10, parfois on récupère 1. Ils sont hyper fiers, on a récupéré 1. Vous avez payé 9 en fait. C'est quoi l'idée ? Les agriculteurs sont super contents, mais monsieur Bigot, comprenez, sans l'Europe, on ne peut pas fonctionner sans l'Europe. L'Europe, c'est 16 milliards de pourboires quand même. Si on donnait l'argent directement de nos caisses aux agriculteurs, ça coûterait juste 16 milliards de moins. Et tout est comme ça, en fait. À un moment, on a l'impression que le bon sens a littéralement disparu. Je pense que, prenons l'exemple encore de l'Alstom. J'étais au vœu de l'Alstom hier. Alors, on nous explique qu'Alstom va bien. Vous comprenez, on a cédé pour 1 euro symbolique un parking qui est juste derrière à l'Alstom. Et l'Alstom va investir 10 millions d'euros à Belfort. Et ça va créer des emplois et on va passer à 800 emplois. Je discute avec les gens de l'Alstom. Ah, mais 800 emplois, c'est ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, nous, on ne s'engage pas sur le nombre d'emplois créés. Bon. Problème. Deuxièmement, 10 millions d'euros. Ok, Alstom, c'est 17 milliards. 17 milliards. 10 millions, faites le ratio, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut s'en féliciter. Mais à un moment, dans cet univers, si on n'a pas de recul, on va se contenter de miettes et on va finalement accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et on va tenir pour inévitable et tenir pour complètement, d'une certaine façon, relevant de la fatalité, ce qui est juste
ce qui résulte d'un ensemble de décisions, c'est vrai qu'il faudrait les décomposer, qui se sont emboîtées les unes dans les autres, et qui font qu'on arrive à un système fou. Si je prends un exemple, et d'ailleurs, moi, mon propos, c'est pas d'accroître ce découragement, ce sentiment de découragement, parce qu'on est tous à un moment gagnés par le découragement. C'est juste de se dire, ok, il faut regarder la réalité en face et il ne faut pas faire, vous savez, comme ce personnage de Voltaire dans Candide, la Pangloss. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, tout va pas bien dans le meilleur des mondes. Et simultanément, ne pas céder au découragement. Si on marque un temps d'arrêt, juste un instant, je prends que 3 exemples. Si on regarde l'énergie, si on regarde le niveau scolaire, si on regarde la médecine, par exemple, ces 3 enjeux assez importants, en particulier dans le territoire, on se rend compte que cette question d'énergie, pourquoi l'énergie, le coût de l'énergie flambe, pourquoi notre outil nucléaire fonctionne de moins en moins bien, pourquoi aussi on a maintenant cette dépendance énergétique. Mais est-ce que c'est vraiment la fatalité? Est-ce que c'est vraiment la mondialisation? Est-ce que c'est vraiment l'émergence de l'Inde, l'émergence de la Chine, etc. Mais 5 minutes, recule, pause. Qui nous a obligés à abîmer tout seul notre outil nucléaire? Personne, en fait. Qui nous oblige à faire de l'hydrogène qui coûte 7 millions d'euros, d'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, au département chaque année, 7 millions d'euros. Pour faire, on fait des trucs à hydrogène, ça fait chic et ça fait CO2, économie de CO2. Bon. Qui nous a obligés à adhérer au marché européen de l'électricité? Marché européen de l'électricité qui ne fonctionne pas, dont le surcoût pour la France est de 20%. Alors, vous rendez compte, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur facture énergétique, ils devraient savoir que le coût d'énergie est artificiellement surélevé de 20% par pure idéologie. Donc c'est un exemple simple qui montre quoi? Qui montre que beaucoup de nos problèmes sont nos problèmes. En fait. C'est nous qui les avons fabriqués. Nos dirigeants plutôt. Mais ce qu'on a fait, on peut le défaire. Et c'est tout à fait faisable. Et on nous explique que c'est pas possible. Mais c'est faux que c'est pas possible. C'est faux que ça relève de la fatalité. C'est pas la mondialisation. C'est pas la faute à pas de chance. C'est pas ça sera toujours comme ça et ça peut pas être autrement. Non. Sortir du marché européen d'électricité, c'est en une journée. Vous dites on est sorti, c'est terminé. Ça s'arrête tout de suite. Et les prix d'énergie baissent immédiatement. Regardez ce qu'a fait l'Espagne, regardez ce qu'a fait le Portugal. Donc on arrête de nous raconter des salades. Et c'est vrai sur tous les sujets. Fessenheim, pourquoi fermer Fessenheim? Pourquoi? Cette centrale fonctionnait parfaitement. C'est évidemment de l'idéologie, de la folie. Le niveau scolaire, là, même raisonnement. Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est l'émergence de l'Inde, de la Chine, de je ne sais pas trop qui fait que le niveau, par exemple, en maths, s'est écroulé dans les classes en France? Pas du tout. Le phénomène, on va dire, est compliqué. Oui, il est compliqué. Bien sûr, les gens deviennent des consommateurs. Bien sûr, les parents vont engueuler les professeurs si on ne passe pas dans la classe supérieure. Oui, les notes se bradent. Bien sûr que l'immigration, c'est pas toujours une immigration de très haut niveau sur le plan scolaire. Bien sûr qu'en plus, il y a des gens qui ont les moyens, qui fuient vers l'école privée. Tout ça fait boule de neige et aboutit à un effondrement du niveau. Mais ça n'a rien d'inévitable. Ça n'a rien d'inévitable. Si vous rétablissez l'ordre dans les classes, si vous dites que c'est les professeurs désormais qui mettent des notes, que les notes veulent dire quelque chose, qu'on décide oui ou non du passage dans la classe supérieure, si vous remettez un peu d'exigence, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution. Il faut bien comprendre que ce qu'on vous dit comme étant relevant de la fatalité, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est faux en fait. Ils ne veulent pas faire autre chose, parce que c'est leur idéologie. Ensuite, la médecine. Là, ici des gens qui connaissent très très bien le sujet. La médecine, est-ce que le numerus clausus, parce que la désertification médicale c'est bien gentil, mais qui a décidé, le numerus clausus, qui a décidé d'effondrer le nombre de médecins qui sont diplômés en France? C'est pas la mondialisation, c'est pas la Chine, c'est pas le Brésil, c'est pas la faute à pas de chance, mais c'est évidemment une décision qui a été prise. Une décision. On est revenu dessus, tant mieux. Le nucléaire aussi, d'ailleurs, on a fini par ouvrir un peu les yeux, on a un réflexe de survie. Et il y aurait beaucoup de choses sur ce sujet, sur chacun de ces sujets, des mesures à prendre, etc. D'une certaine façon, souvent, il faut à peu près faire le contraire de ce que fait la classe dirigeante aujourd'hui pour arriver dans le bon sens. Donc, je pense que ce qu'on doit faire désormais, c'est comprendre qu'il y a un modèle, en fait. Que si on prend un peu de recul, il y a un modèle. Je pense que le modèle, évidemment, c'est la mondialisation. Là aussi, qui n'est pas une fatalité.
traverser la frontière en Suisse. Vous pensez que la Suisse, c'est un pays complètement isolé, dans une bulle, sur une île déserte. Vous pensez qu'ils sont foutus parce que ça ne appartient pas à l'Union européenne. Vous pensez que parce qu'ils ont des barrières douanières, parce qu'ils ont une monnaie, qu'ils contrôlent eux-mêmes, c'est des gens qui sont comme un fétu de paille, comme ça, ballottés dans la mondialisation. Bah, c'est justement l'inverse, en fait. Justement l'inverse. Là-bas, ils ont une frontière, là-bas, ils ont des lois, ils les respectent, là-bas, c'est le peuple qui décide, il y a une démocratie, elle est respectée. Vous pensez que ça va plus mal qu'ici ? Je suis pas sûr. Vous pensez que ça va plus mal qu'ici, à Singapour ? Ils n'ont pas l'Union européenne pour les protéger à Singapour. Les pauvres, ils vont être très très mal. Ah, c'est les meilleurs en maths dans le monde. Ah, d'accord. Le taux d'investissement est 3 fois ce qui est dans l'Union européenne. Ah, d'accord. Mais comment se fait-il s'ils ne sont pas 400 millions ? Ils doivent être morts normalement. Tous ces effets de répétition en permanence, matraquage, matin, midi, soir, vous pouvez répéter un mensonge 5000 fois, ça ne va pas en faire une vérité. Donc il est temps, et c'est notre rôle, et c'est votre rôle, les militants, il faut faire preuve de pédagogie. Et il faut surtout, je pense, essayer de comprendre ce mécanisme qui est devant nous. C'est-à-dire, il y a cette mondialisation, mais je pense que ce n'est pas que la mondialisation dans le sens où on a lâché les freins, où on a abandonné d'une certaine façon, on a décidé de se laisser faire ou de s'attacher les uns aux autres pour se laisser faire. Non, je pense que derrière, il y a une idéologie. Et si on prend un peu de recul, je pense que cette idéologie, c'est l'idéologie du bon plaisir individuel. C'est-à-dire, finalement, on n'a qu'à dire que personne n'a le droit d'interdire aux entreprises de déplacer leurs capitaux. Ils peuvent déplacer leurs capitaux où ils veulent. Ils exercent d'ailleurs un chantage, y compris sur M. Meslot. Ah, vous ne vendez pas le parking pour 1 euro symbolique ? Ah bah très bien, on va le faire ailleurs alors. Ah bah d'accord, alors on vous le donne gratos. Voilà. Libre circulation des biens et des services. Ah bah voilà, tout est importé, tout est importé de Chine, tout est très bon marché, on produit plus, ouais mais bon c'est pas grave, on fait ce qu'on veut d'ailleurs, les citoyens ne sont que des consommateurs en fait, et ils font ce qu'ils veulent. Et on leur donne ce qu'ils veulent, quand ils veulent, il n'y a plus de dimension collective, il n'y a qu'une dimension individuelle. Libre circulation des personnes ? Bah oui, libre circulation des personnes, oui j'ai pas de papier, oui mais c'est ce que je veux, moi je veux être ici, donc c'est mon droit, voilà. Il n'y a plus de collectif. Et d'ailleurs, on vous invite à vous projeter. Si vous aussi, vous étiez un pauvre migrant, vous auriez envie aussi de venir ici, etc., etc. C'est une idéologie du bon plaisir. Dans les prisons, c'est pareil. Prison, on se dit quand même, prison, les gens, on les canalise un minimum, on les met entre 4 murs. C'est une prison, quoi. Ah non, non, non. J'ai dit au directeur de la prison, mais vous les faites pas bosser ? Ah ben non, c'est seulement s'ils veulent. Mais ils se forment pas ? Ah ben non, c'est seulement s'ils veulent. Bon plaisir individuel. Et vous avez au sommet toutes ces cours de justice, les cours européennes des droits de l'homme, etc., etc. Tous ces gens sont persuadés que si vous invoquez, disons, quelque chose qui est collectif, qui est de l'ordre de, pas seulement moi, je, mon nombril, mais nous la société, nous la France, même nous l'humanité d'ailleurs, nous la République, ah là c'est le début du fascisme, attention. Ouh là là, non, non, non. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Si je veux changer de sexe, je veux changer de sexe. Si je veux dans un autre pays, je vais dans un autre pays. Si je veux déplacer mes capitaux, je vais déplacer mes capitaux. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ? C'est ça en fait leur idéologie. Leur idéologie, qu'ils soient de gauche ou de droite, leur cervelle est grignotée. Or, ne croyez pas qu'ils ne sont pas sincères. Ils sont sincères. Ils sont sincères. Si vous dites, écoutez, les cours européens des droits de l'homme, en fait, c'est 7 ou 8 bourgeois entre eux qui décident de dire des trucs, etc. Et qu'en fait, il suffirait de plus obéir et ça s'arrêterait tout de suite. C'est grave pour eux, c'est très très grave. Vous êtes dans c'est quasiment pornographique en fait, c'est inimaginable, inconcevable. Seulement, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'il advient des choses dont les classes dirigeantes, à un moment, pensent qu'elles sont impossibles qu'elles adviennent. Voilà. Un moment, il se passe que, la République, c'est plus le parlementarisme. De Gaulle arrive et effectivement, la République est remise à l'endroit. Il y a l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors ça leur a pas plu, certes, mais ça s'est fait. À un moment, quelqu'un a dit, bah non, l'Algérie et la France, c'est pas les mêmes pays, on va couper. Ah non, c'est pas possible. Bah si, on va le faire. C'est possible. Donc il advient toujours ce qui paraît impossible. L'élection de Trump, à mon avis, c'est quand même ça le message principal. C'est impossible, ça ne va pas se faire, sauf que ça s'est fait. Sauf qu'à un moment, les choses se renversent. Donc, évidemment, gardez espoir, les choses vont se renverser. Les choses, et le pouvoir est entre nos mains, est entre vos mains. Et je pense que pour conclure, il me semble que ça nous donne aussi une responsabilité énorme en tant que parti, disons, de gouvernement. Et je ne vais pas être plus long que ça. Moi, je voulais juste vous inviter à réfléchir sur ce que c'est que cette histoire de parti de gouvernement. Alors, on nous fait le coup, non mais vous êtes un parti, vous n'êtes pas un parti de gouvernement, vous comprenez ? Pas mélanger les torchons et les serviettes, gouvernement. Voilà. Ok, mais juste un truc, pour votre information, les privilèges ont été abolis.
D'accord ? Donc parti de gouvernement, juste ça n'existe pas en République et en démocratie. Parti de gouvernement, c'est le peuple qui décide. Pardon. C'est le peuple qui décide si vous êtes oui ou non un parti de gouvernement. C'est-à-dire si vous avez une majorité ou pas une majorité. Il n'y a pas de privilège parce que vous avez un moment été au gouvernement, ça vous donne le droit ad vitam pendant des décennies et des décennies de dire attendez, vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas le droit de prendre les manettes. Ça c'est très important. Deuxièmement, effectivement, ça nous donne quand même des indications sur ce qu'on vient de faire. Dans Rassemblement National, il y a nation, il y a national, bien sûr, et il y a rassemblement. Le terme rassemblement est un terme clé. Nous ne sommes plus un parti d'opposition. Nous ne sommes plus un parti qui est uniquement là pour pointer ce qui ne va pas. Pour dire, regardez, ils sont nuls, la gauche est nulle, la droite dite de gouvernement est nulle, les classes dirigeantes sont nulles, etc. Oui, bien sûr, il faut comprendre leurs erreurs, il faut chercher à diagnostiquer leurs failles. Si on ne fait pas un bon diagnostic, on ne peut pas apporter les bonnes solutions. Mais maintenant, ça y est, le diagnostic, il est fait. Je pense que nous en sommes aux solutions. Nous en sommes à proposer, à articuler des solutions qui vont former d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler une rupture. C'est la première fois depuis 1981 en France qu'il y aura un changement, parce que les changements, c'est Pepsi-Cola et Coca-Cola, mais en réalité c'est la même chose. Toujours plus de mondialisation, toujours plus de bons plaisirs individuels, toujours plus d'Union européenne, toujours plus d'immigration, etc., etc. Donc ça sera une rupture, mais ce sera une rupture raisonnable, ce sera une rupture rationnelle, ce sera évidemment une rupture responsable. Ça nous indique, me semble-t-il, un chemin. Je parle sous ton autorité de patron de la fédération, mais je sais que je parle avec l'assentiment aussi de nos instances nationales. C'est que le rassemblement, c'est des gens qui ont été, d'une certaine façon, aux avant-postes, aux avant-gardes comme vous, et qui doivent maintenant, d'une certaine façon, rallier et ouvrir les yeux des gens qui, a priori, ne comprennent pas ce qu'on veut leur proposer. A priori, ne comprennent pas pourquoi, si on ne rétablit pas la démocratie, si on ne rétablit pas la République, si on n'arrête pas, si on ne remet pas la France sur ses pieds, ça ne fonctionnera pas, même pour eux. Ce sont des gens d'abord qui profitent du système, qui profitent de la mondialisation. Il y en a beaucoup dans les très grandes métropoles, dont je viens, je les connais par cœur. On les appelle les bobos. C'est eux qui votent pour les partis, dits de gouvernement. Ces bobos, certains d'entre eux sont complètement endormis et enfoncés dans l'erreur, mais pas tous. Certains commencent à comprendre que ça craque. Et en fait, notre intérêt, c'est très très important sur le plan tactique, sur le plan de la tactique politique, c'est d'attirer à nous des gens qui jusqu'à présent appartenaient aux classes dirigeantes et avaient leur petit moulin à prière pour répéter leurs petites prières de mondialisation, de droits de l'homme, de bon plaisir individuel, etc., de lutte contre le CO2 et compagnie. Ces gens-là, certains d'entre eux commencent à se poser des questions. C'était aussi toute l'aventure d'ailleurs en partie d'Éric Zemmour. Certains d'entre eux commencent à se poser des questions. Et je pense qu'ils vont de plus en plus se poser des questions. Une leçon clé de l'élection de Donald Trump, ce n'est pas la dédiabolisation qui crée la victoire, c'est la victoire qui crée la dédiabolisation. Et ces gens-là, les CSP+, les notables, il y en a aussi à Belfort, ils sentent que les choses sont en train de tourner. Ils sentent qu'une démocratie... On peut être plus royaliste que le roi dans une monarchie. Vous pouvez toujours dire « Ah, ben le roi est mal conseillé, le roi est gentil, en fait, ses conseillers ne sont pas bien, et être plus royaliste que le roi. » Être plus démocrate que le peuple, je sais bien que c'est la tentation de M. Fabius, de dire que la démocratie, c'est lui tout seul, 67 millions de gens ont tort. Plus démocrate que le peuple, c'est bizarre comme concept. Ils le sentent. Ils ne sont pas stupides. Ils sentent que, voilà, ça ne marche pas. L'élection de Trump, encore une fois, ça a tourné en Italie, ça avait déjà tourné il y a longtemps en Hongrie, c'est un signe. Donc les CSP+. Autre chose aussi, autre cible décisive, me semble-t-il, décisive au sens de la décision, au sens qui fait qu'on arrivera au pouvoir plus vite ou pas, c'est de rallier des gens issus d'immigration. Les gens issus d'immigration ne sont pas nos ennemis. Les gens issus d'immigration se comportent parfois de manière totalement déplorable. Il n'y a aucune forme de culpabilité ou de compassion. La loi doit être dure, elle doit être appliquée de manière féroce à tous. Et nous savons, ici, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Pour nous, la loi est la même pour tous, d'où que vous veniez. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça a un poids non seulement symbolique, mais surtout, n'oubliez pas que les victimes de ces racailles, les victimes de ces trafiquants, les victimes de ces fanatiques aussi, et je pense à beaucoup de jeunes femmes
nés dans des familles musulmanes et qui subissent cette montée en puissance du fanatisme islamique, sont les premières victimes. Pas à l'étranger, chez nous, sur notre sol. Il y a des gens à qui il faut parler. Il faut leur parler pour leur dire que non seulement nous ne sommes pas leurs ennemis, qu'aucun Français digne de la France et qui veut rassembler la France et redresser la France n'est notre ennemi, mais qu'en plus, on a besoin d'eux pour redresser la situation. Là aussi, Trump l'a montré, ils ont cru, les démocrates, parler aux Noirs parce qu'ils étaient Noirs, parler aux Latinos parce qu'ils étaient Latinos, parler aux Asiatiques parce qu'ils étaient Asiatiques. Trump a parlé à tout le monde, et ça a fonctionné. Donc il faut parler à tout le monde. Vous devez vous sentir en situation de mission, de conquête. Quand on détient la vérité, quand on va accéder au pouvoir, quand on a une obligation de gagner, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Voilà, il n'y a pas d'autre issue. La victoire, elle n'est jamais certaine, mais là, elle est inéluctable, parce que sinon, ça va s'écrouler. Alors, vraiment, il faut rassembler tout le monde. Je pense que cette question du rassemblement est absolument, absolument clé. Voilà. Je ne vais pas vous être plus long que ça. J'ai déjà probablement été extrêmement long. Peut-être si vous en avez l'envie et je pense que Quentin sera beaucoup plus laconique que moi. Après, répondre à vos questions, tous les trois. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci à vous. Et avant de donner la parole à Quentin, je voulais souligner un élément que tu as dit à propos effectivement des adhérents qui ont été des sentinelles, je dirais, dans le passé. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on souhaite que ce rassemblement, et vous tous, chers amis, ce soir, c'est que vous soyez partout des relais sur ce territoire de Belfort, que vous pouvez essayer de continuer à convaincre tous ces gens qui encore dorment et qui ont besoin de voir un peu la vérité, la réalité de la situation de ce pays. Il y en a qui continuent à croire que Emmanuel Macron... c'est un très bon dirigeant qui fait tout pour la France. Je crois que ici, j'ai pas besoin de trop forcer pour savoir que dans quel état. Partisan, non. Voilà, exactement. Mais je crois que ce travail doit être fait. C'est un travail de tous les jours, et je crois que chacun d'entre vous est un militant de la cause nationale et qui peut porter chez son voisin, dans sa rue, etc. Par un militantisme, par des tracts, etc. Et puis par votre présence ce soir. Qui nous enchante. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Je vais laisser la parole maintenant à Quentin. Quentin qui va vous dire un petit mot sur les élections municipales et la manière dont on va approcher ces élections. Hein. Alors, il va y avoir l'élection législative. On pense évidemment... nous sommes dans une impasse aujourd'hui, mais les élections municipales se présentent maintenant. Donc vas-y Quentin, dis-nous comment on va s'y prendre cette année pour l'année prochaine. Merci Christophe. Donc effectivement, les prochaines élections qui devraient arriver, ce sont les législatives. Mais du point de vue de la fédération, on va dire que c'est pas trop compliqué. Il suffit de trouver 2 binômes et on va dire qu'on remplit les 2 circonscriptions. En revanche, ça se passe pas l'année prochaine, enfin pas cette année maintenant, mais en tout cas l'année prochaine, donc début 2026, ce sont les élections municipales. Et là, il y a un gros travail qui a besoin d'être fait. Donc il faut savoir que les listes, c'est très compliqué de les constituer. Historiquement, le Rassemblement national a toujours été très faible au niveau de ces élections. Et c'est d'autant plus vrai dans le territoire de Belfort où nous avions eu 0 liste, tout simplement, en 2020, dernières élections. Donc c'est aussi un projet que je trouve à titre personnel assez excitant, c'est-à-dire qu'on part de rien, on a tout à gagner, rien à perdre. Chaque petite victoire, chaque petit élu qu'on va avoir dans chaque petite commune, ça va être très important pour nous. Et je trouve que c'est bien plus intéressant comme position, en tout cas, que certains qui ont déjà la mainmise sur l'ensemble du département, pour ne pas les nommer, et qui, eux, peuvent simplement conserver leur poste et en perdre, et ils vont en perdre d'ailleurs parce qu'on sera présent. Et je trouve que c'est un peu moins intéressant de leur côté. Nous, on est vraiment on va arriver en position de challenger en tant qu'outsider, et on va aller pouvoir un petit peu grappiller un petit peu partout. Donc notre objectif, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière. On ne va pas arriver avec des prétentions, dire qu'on va prendre le département en 2026, c'est pas du tout notre objectif. En tout cas, c'est de commencer notre implantation locale. Donc ça fait quand même quelques années que maintenant que tu es conseiller régional, Christophe, on a maintenant un député. Et maintenant, ces élus locaux, on va pouvoir aller les chercher petit à petit, et aussi dans les communautés de communes. Les trois. Les trois, donc c'est un autre objectif. Donc actuellement, sur l'année 2025, on va commencer à constituer les listes. C'est déjà le cas dans un certain nombre d'endroits. On explore encore toutes les possibilités. Il n'y a aucune commune qu'on va délaisser. On explore les possibilités partout. On espère être présent partout et on sera présent partout. Ça, c'est une certitude. Alors après, il y a différentes possibilités. On peut effectivement, nous, constituer nos propres listes sous l'étiquette Rassemblement national ou apolitique. Mais ce sera aussi surtout des listes d'intérêt général dans les petites communes
où chacune d'entre vous pourront venir s'implanter localement. Donc en plus, le mandat municipal, c'est un mandat, contrairement à celui de député, on va pouvoir agir concrètement sur la vie politique locale. Donc avec la communauté de communes, ça va être les écoles, la sécurité, le communautarisme, etc. etc. Parce que c'est vrai que donc, moi qui travaille avec Guillaume, nous on travaille sur un certain nombre de sujets, mais qui sont nationaux. Et d'un point de vue local, on est là en tant que relais, on transmet des informations, on peut être un poids à certains moments, mais on n'a pas d'impact direct. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aller s'implanter partout. Donc on peut en annoncer 3 directement d'objectifs. Le premier, c'est de prendre une mairie sur le département en 2026. Ce sera déjà un très bon début, je pense, pour nous. Ensuite, c'est de s'implanter dans les 3 communautés de communes, donc, que sont le Grand Belfort, donc Belfort, sa périphérie, Sud Territoire et les communautés de communes des Vosges du Sud. Donc le but, c'est aussi de constituer des groupes et pouvoir être influent dans ces milieux-là, face justement à la mainmise qu'ont les LR actuellement. Et c'est vrai que des échos qu'on a, nous, ils ont très très peur. Ils aimeraient bien savoir où on va se présenter, mais on n'en dira pas plus. Secret. Il y a juste une liste qu'on peut déjà vous annoncer, qui elle sera dans une élection politique. Donc ce sera une liste étiquetée Rassemblement National, ce sera sur Belfort. Il est certain qu'on aura une liste, enfin c'est non négociable, c'est pas possible autrement. Nous aurons une liste Rassemblement National sur la commune de Belfort. Ensuite, on envisage encore une fois toutes les possibilités, on constitue déjà des listes. Et c'est justement le message qu'on voulait faire passer ce soir, c'est que c'est un appel à l'ensemble d'entre vous. C'est-à-dire que ces listes, on ne pourra pas les faire tout seul, on ne pourra pas inventer des noms, on ne pourra pas sortir des gens du chapeau. Ça concerne n'importe lesquels d'entre vous. Il va falloir des noms pour les constituer. Alors il y a différentes possibilités. En tête de liste, si on a des ambitions politiques, ou alors peut-être à la fin de la liste, si on veut simplement rendre service, et c'est déjà très bien. Mais en tout cas, on aura besoin de vous. Alors je sais que ça peut des fois un peu faire peur des gens qui ne sont pas forcément impliqués. Il faut savoir que si le Rassemblement National aujourd'hui fait des scores assez élevés un peu partout en France, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de franchir le pas, il y a des gens qui se sont engagés, il y a des gens qui ont pris les devants. Et on a des exemples ici. Guillaume qui a quitté un poste assez confortable de chroniqueur télé. On a Christophe qui est ingénieur chez GE. Et moi-même, je l'ai fait en étant étudiant. Et Dieu sait que le monde universitaire est gangréné par le gauchisme, que ce soit les profs, les élèves ou alors l'administration. Et pourtant, on l'a fait. Et aujourd'hui, on se porte bien. Et je pense pas qu'on regrette. Donc en plus, c'est un mandat très formateur dans le cursus honorum d'un homme politique. Je pense que c'est le premier échelon. On commence par là en général et on monte petit à petit. Et après, voilà, il y a des postes à prendre, donc conseiller municipal, adjoint et maire aussi pour certains. C'est tout ce qu'on souhaite. Donc après, voilà, si vous avez des questions, des interrogations, on sera là pour vous aider. Évidemment, on a une liste étiquetée sur Belfort, donc avec les couleurs du Rassemblement National, qui sera également ouverte à l'UDR de Rick Ciotti et IDL de Marion Maréchal, mais également à tous les habitants qui voudraient s'y joindre. Mais il est évident que dans les petits villages, ce sera surtout des listes soit non étiquetées, soit divers droites qui permettront un peu de canaliser et puis aussi de faire des listes d'intérêt général qui feront un rassemblement le plus largement possible. Donc voilà, nous on va essayer de prospecter encore, on n'a pas fixé de date encore, mais ça va durer les prochaines semaines, les prochains mois, et on va fixer, on va dire, les listes sur lesquelles on va partir, sur les listes sur lesquelles on va se greffer également, et puisque c'est vrai que voilà, ce n'est pas possible autrement. On a la chance aujourd'hui, grâce à Laura et notre augmentation, c'est d'avoir des élus qui nous rejoignent également. En 2020, on n'a pas eu d'élus, mais j'en vois dans la salle des gens qui sont élus, qui sont soit conseillers municipaux, soit adjoints à la mairie, et qui nous ont rejoints, et je les félicite, mais effectivement, maintenant, il va falloir faire un travail un peu plus conséquent et déposer des listes un petit peu partout. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. En tout cas, voilà, nous, on se tient à votre disposition si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous hésitez encore, parce que c'est pas forcément évident, et nous on comprend tout à fait. Nous aussi, nous avons hésité avant de nous engager, mais on l'a fait, et en tout cas, on se porte bien. Donc voilà, c'était le message qu'on voulait vous délivrer, et en tout cas, voilà, les listes commencent à être faites, donc on attend, on compte sur vous. Voilà, les merci. ambitions s'expriment. Exactement. En tout cas, merci Quentin, bravo. Merci pour cette présentation. Très clair. Bah, écoutez, chers amis, on est ouvert. Si vous avez des questions à nous poser, c'est la séance comme ça, on est ouvert. Qui veut prendre la parole, qui veut poser une question, nous sommes là pour vous ce soir. Oui, Gérard. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent de l'argent un petit peu partout, du gouvernement. Mais seulement en 2018, on a fait une modification des impôts et on est repassé au prélèvement à la source. Oui. Ça veut dire que l'année 2018, les gens n'ont pas payé d'impôts sur cette année-là. Il y avait un décalage d'une année, Ouais. en passant au paiement à la source. Ils appellent une année blanche. L'année a été une année Je sais même blanche. Une année de perdu, une année d'impôt de perdu. C'est pas une histoire de 10 000 euros. Hein. On est d'accord?
Ça, il faudrait peut-être le rappeler à ces grands messieurs qui sont au-dessus du triangle. Quand je dis triangle, vous savez de qui je parle. C'est sûr que c'est pas par l'opération du Saint-Esprit qu'on est passé de 2000 milliards de dettes à 3000 milliards de dettes. Ça, c'est sûr. En additionnant les erreurs. Bien sûr. Tu veux répondre peut-être un peu plus Non, je pense que ça, c'est... Ouais. Si vous voulez... on a... nous, il y a quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. Hein, c'est, dans ces fameuses lignes rouges, on pourrait même parler de lignes rouges, c'est notamment d'arrêter maintenant de taxer les gens pour rembourser la dette. Enfin, ça ne va pas du tout. D'accord ? Donc c'est pas nous qui avons mis en place un système dans lequel on paye un intérêt énorme pour refinancer une dette, parce qu'au bout d'un moment on est dans le surendettement, c'est-à-dire que vous vous endettez pour rembourser, mais plus vous remboursez, plus vous vous endettez, ainsi de suite. Donc vous enfoncez comme dans les sables mouvants. C'est pas nous qui avons voulu ça, ils ont voulu ce système-là, et ils ont l'air de se foutre complètement de la manière, pardon d'être grossier, dont ça fonctionne. Je pense qu'il y a halte au feu. Première chose à faire, c'est d'arrêter les dépenses, de les réduire, surtout pas d'augmenter les impôts. Surtout pas. Mais cette situation d'assainissement, là aussi, il va falloir qu'il y ait des ruptures. L'histoire, elle est faite de ruptures. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est comme ça, constant. À un moment, vous voyez, l'eau, elle devient du gaz ou elle devient de la glace. Bon, à 1 degré. Alors, ça a l'air de rester stable pendant des décennies. Et à un moment, ça s'arrête. Il est évident que personne ne vous le dira. Moi, je vous le dis. C'est impossible que allez, je prends ma tête à couper, que dans les 10 prochaines années, on ne change pas le mécanisme de fabrication de la monnaie en France, à l'échelle européenne ou à l'échelle française, c'est impossible. Parce que rester avec une dette aussi énorme par rapport à nos capacités de remboursement, une faible capacité de production, une faible capacité donc de rentrer de l'argent et de rembourser toujours plus, c'est juste impossible. En fait, ça ne fonctionnera pas. Donc à un moment, il faut garrotter, il faut arrêter l'hémorragie, donc arrêter les dépenses, mais il va falloir aussi repenser le système monétaire. Et donc ça veut dire quoi concrètement ? Comme on a fait pour les pays du tiers-monde, on va étaler la dette, il y aura un étalement de la dette, il y aura une négociation de la dette, mais ne croyez pas que la dette qui est là, on la remboursera, personne la remboursera. C'est impossible. On n'a qu'à faire comme avec les pays africains, on leur a fourni de l'armement, tout ça, à l'époque du Mitterrand, ils ont effacé la dette, on les a reçus en France, on a effacé la dette des pays africains. Ça avait été soulevé, et puis c'était remonté chez Madame Lagarde. Elle avait dit, oh ben non, il est hors de question qu'on efface la dette. On l'a fait pour les pays africains, pourquoi qu'on ne la ferait pas ? À ce moment-là, il faut taper sur l'immigration. On a tout détruit. Le système hospitalier, tout a été détruit. Il faut taper sur l'immigration. Moi, je suis ancien policier. Je peux vous en parler pendant des heures de l'immigration. Des OQTF non respectés. Je peux vous parler aussi du Mercosur. Mes parents avaient une grosse exploitation agricole en 1976. Il n'y avait pas tout à fait encore le Mercosur. C'était le grand Chirac, ministre de l'Agriculture, qui faisait déjà revenir de la viande d'Amérique du Sud, d'Argentine, et nous, on avait 150 taurillons qu'on n'arrivait pas à vendre. Je suis parti, donc, dans la fonction publique. Mais c'est le même bordel, ils ont tout détruit. Les OQTF, moi, je peux vous emmener n'importe où, vous allez avoir des migrants, on contrôlait le Flixbus, tout partout, les TGV, mais on leur donne un papier, ils ne partent pas. Vous écoutez l'actualité, hein, il y a des délits, il y a des crimes. Il va falloir que les Français se réveillent, comme vous dites. Hein, moi, je peux vous dire que je milite autour, hein, parce que ça devient vraiment un poison, tout ça. L'immigration, c'est des milliards. Je vous emmène à l'ancienne maternité à Besançon, à Saint-Jacques. Vous avez 4 étages de... Alors, vous avez les pays maghrébins, les Africains, les pays d'Est. Ah, ils ne sont pas mélangés. Hein. On va en chercher, mais on les emmène à Roissy. Mais ils sont déjà revenus avant nous. Mais si, je me levais à 5h du matin pour aller chercher une famille de Marocains, et 3 jours après, ils étaient déjà à la Grande Brabier au Dincourt. Il faut arrêter les conneries. Après, on va taper dans les poches des retraités qui ont travaillé, qui ont cotisé. Non mais vous voyez bien, vous écrivez... Ça me fait pas rire, moi, tout ça. Mais personne, ça fait rire personne. Mais sûr, c'est encore pire, parce que là, les pauvres paysans, là, ils vont mourir. Non mais vous voyez bien, là, ils vont mourir, parce qu'ils vont prendre le Mexique, ils vont prendre le Panama, ils vont prendre la Bolivie. Alors déjà, nous, on avait déjà que l'Argentine avec mes parents. Je me suis sauvé en 76, on avait déjà 260 bêtes. Hein. Alors voilà. Mais vous le voyez bien, vous le dites vous-même, ça n'a pas de sens. Comment ? Ça n'a pas de sens. Les contradictions s'accumulent, ça n'a pas de sens. Le système va oui. Ça il va falloir faire ça va être par la force, hein, si c'est pas par la démocratie. Hein. Ça peut pas aller. Moi j'ai un fils qui est docteur en biomécanique, il ne peut pas revenir en France, je peux vous le dire, moi. Hein. Il ne veut pas revenir, puis il a bien raison. Hein. Ah non, quand tu vois le bordel que c'est, il faut arrêter. Hein. Oui, pour que les Français se réveillent. Hein. Mais là, juste arrêt sur l'image, c'est que la seule chose qui peut pas être formulée comme ça, c'est que ça peut pas
oui, ça ne peut pas continuer comme ça, mais oui, ça va s'arrêter et ça va s'inverser. Donc votre fils reviendra. En tout cas, s'il veut revenir, il reviendra. C'est où? Ça m'étonnerait. Alors pardon, mais qu'est-ce qu'on fait là? Des années. Là, Pardon, juste qu'est-ce qu'on fait là? non, Si votre fils ne revient des pas. années que ça aille mieux. Attendez, moi je fais pas partie d'un club de gens qui se plaignent en disant c'est foutu, d'accord? Non, Sinon pas on du prend tout. 4 planches et Pas du tout, mais et il y c'est a bon. une grosse réaction. C'est pas à fini, c'est pas fini, ce n'est jamais fini. Ça va s'inverser. C'était en train de s'inverser. Vous êtes là, ça va s'inverser. Il y a 30, il y a Mélanie, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il faut. Ça marchera, c'est Il y a sûr. plein de gens là qui sont là, on leur a tellement rabattu les oreilles, et puis c'est un peu des gnangnans. De Gaulle le disait déjà en 60, les Français c'est des mots, mais c'est les mêmes cons. C'est devenu les mêmes cons. Je vous le dis, non, mais moi ça me met en colère parce que j'aime mon pays, et puis il y a des valeurs en France. On l'a pas vu avec Notre-Dame, on a des valeurs, il y a des qualités, je peux vous dire, Mais n'hésitez pas à vous engager. Hein. Voilà. N'hésitez pas à je vous peux engager. vous dire que moi je milite autour de moi, que ce soit dans un magasin, et moi je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Que ce soit l'exploitation agricole ou bien le ministre de l'Intérieur, j'ai commencé avec Gaston Defferre qui nous en parlait toute la suite, hein, les jokes et puis tout ça. Hein. Ok, on va peut-être laisser la parole à d'autres. Merci. Mais merci pour votre commentaire. Je veux dire, ça ne peut pas rire parce que moi j'aime mon pays. Autre question? Je me battrai pour les jeunes qui viennent. D'autres questions? Oui, je t'en prie. Salut. Cher Guillaume, cher Christophe, cher Quentin, déjà merci de nous recevoir c'est très gentil. J'ai deux questions au niveau national. Ouais. La première est de savoir quelle est la stratégie du RN pour les futures élections. À savoir, est-ce qu'il faut mieux attendre les prochaines élections législatives, rapides, ou plutôt attendre la prochaine élection présidentielle? Ça, c'est ma première question. Quelle est la stratégie du RN sur les élections? Ma seconde question concerne le gouvernement actuel et particulièrement le phénomène Bruno Retailleau, qui, je pense, est en train de siphonner des voix au RN, parce qu'il a à peu près les mêmes idées que le RN. J'aimerais avoir un éclaircissement. Tu réponds, je réponds. Oh, je viens répondre, ouais. Mais tu complètes si tu veux. Ouais, bah vas-y. C'est deux bonnes questions. Deux très bonnes questions. Un, bon ça c'est très simple de répondre à la première question. Nous n'avons ni nous le RN, ni les députés de quelque parti que ce soit, ni d'ailleurs les citoyens, je tiens à le dire, la main sur la question de la dissolution. Elle est à la main du président de la République. De la démission du président de la République, c'est encore à la main du président de la République. Donc là, c'est lui qui décidera, pour le coup, le jour et l'heure de la dissolution. Tu me poses une autre question, dont ta question, il vaudrait mieux quel calendrier en premier? Moi, je pense que s'il y a une élection présidentielle avant la dissolution, ça pose presque un problème constitutionnel, puisque, d'abord, on est dans un scénario fantasmagorique, puisque je crois qu'il n'y aura aucune dissolution avant le premier jour possible où il n'y aura pas de démission du président de la République avant le premier jour de la dissolution possible. C'est-à-dire, je crois que on est au mois de juillet. Donc il n'y aura pas de démission du président de la République avant le mois de juillet. Mais si d'aventure il y avait cette démission, de toute façon, ça poserait le problème de la dissolution derrière. Un nouveau président, est-ce qu'il aurait le droit de dissoudre ou pas? C'est pas sûr. Donc je pense que de toute façon, il faut que ça se tranche par l'élection centrale en France, qui est celle de l'élection du président de la République. C'est lui qui a la souveraineté la plus importante, la légitimité démocratique la plus importante, et c'est aussi toute une réflexion qui est celle du Rassemblement national sur le mode de scrutin. Moi, j'étais pas tellement chaud sur le scrutin que propose Marine et nos instances, c'est-à-dire le scrutin proportionnel. Mais en même temps, je me suis assez facilement laissé convaincre que le scrutin proportionnel avec une forte dose de majorité, c'est-à-dire le premier qui arrive emporte plus que la majorité, c'est presque la seule solution pour à coup sûr sortir d'une situation où c'est paralysé. Parce qu'en fait, on nous dit souvent, mais les députés, pourquoi vous ne mettez pas d'accord entre vous? Après tout, dans les communes, les gens discutent entre eux, ils ne sont pas d'accord, mais ils discutent entre eux, etc. Déjà, pardon, mais les gens qui nous disent ça souvent n'adressent même pas la parole, refusent de nous serrer la main, on crache dessus, etc. Donc c'est gentil de venir après qu'on n'est pas très sympa et qu'on ne peut pas travailler avec eux. Mais surtout, il n'y a pas de majorité en fait. Ni nous, ni les autres, on l'a. Dans une voiture, imaginez, il y a 3 volants. L'un qui veut aller tout droit, l'autre qui veut tourner à droite, l'autre qui veut tourner à gauche. On fait quoi? Donc tant qu'il n'y aura pas cette clarification démocratique, et cette clarification démocratique, je te réponds, elle est à la main du président de la République, et il serait souhaitable qu'il démissionne, mais souhaitable qu'il démissionne après un an. Ouais. Fier de la catastrophe qu'il a créée, je sais pas, mais c'est son problème.
Ensuite, deuxième question que tu poses, c'est Retailleau. Bah, écoute, c'est un peu la philosophie. C'est une bonne question parce que c'est la philosophie que j'essaye de distiller, c'est-à-dire, si Retailleau est d'accord avec nous, c'est bien. Le problème, c'est qu'il n'y a que Retailleau, il faudrait qu'il y en ait 10, 20, 30, 40, 50, 200, 300. Ils veulent tous venir de tous les partis, mais qu'ils viennent en fait. Juste, on va redresser la France. C'est pas un problème. Moi, on s'en fout qu'il soit telle étiquette ou telle étiquette. De toute façon, ce sont nos solutions. Et Retailleau n'a de poids que parce qu'il répète nos formules, nos phrases, notre diagnostic. Bon, le sujet est celui-là en fait. C'est qu'en réalité, Retailleau, malheureusement, j'ai l'impression qu'il sert de caution à un gouvernement qui n'agit pas. Il parle bien, mais il est paralysé, c'est pas lui qui alimente. Ce dont besoin, c'est des actes maintenant. Et pas des paroles. Il y en a marre, ça fait 30 ans. Et pas des paroles. Les paroles, maintenant, les gens Voilà. veulent des actes. Mais que 40 Retailleau viennent et nous renforcent, c'est très bien. Hein. Et puis le parti de Marion et puis Zemmour, ils roulent en parallèle ou bien ils vont un peu fusionner là comment... Demandez-leur, ça c'est pas. Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux déjà? C'est voilà. Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux déjà? C'est ça. Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux déjà? C'est ça la question. Non mais à votre avis, est-ce qu'ils roulent en parallèle avec le RN ou bien ils roulent pour leur moulin? En politique, je pense que c'est vraiment le rapport de force qui décide de tout. Et c'est vous qui avez le rapport de force, nous qui avons le rapport de force. C'est-à-dire c'est les urnes qui vont décider. On ne peut pas décider. Si demain, moi personnellement, vous me demandez, moi je trouve que Trump est très intéressant. Très intéressant. Il faut qu'on en a comme ça en France. Hein. On est d'accord. On n'aura pas le mur pour le Mexique à faire, mais on a déjà des voyages à faire. On n'en fait pas. Hein. Mais il faut vraiment que vous présentiez, vous. Hein. Vous présentiez. Mais lui, il parle et il est soutenu, il a du monde autour. On est d'accord. Il n'a pas besoin d'argent, M. Trump. Il n'a pas besoin d'argent. On est d'accord. C'est déjà une bonne chose, il va rouler pour le pays. Donc, on est d'accord. Maintenant, la limite de l'exercice, c'est que, pas être totalement naïf non plus, les États-Unis, c'est pas la France. Les États-Unis et la France, on n'a pas exactement les mêmes intérêts. L'idéologie est là. C'est la même histoire. L'idéologie, c'est une chose. Là, ce que va faire Trump, c'est justement d'aimer son pays. Il va pas les aimer nous, hein. Il va aimer son pays. Pas des gens qui ruinent le pays. Et donc, il va nous faire saigner. Ne vous inquiétez pas, il va nous saigner. Hein. Il va saigner nos producteurs. Il va nous apprendre quelque chose. Mais moi, je suis français. Je vais pas aller à l'élection de Trump lui baiser les babouches ou les Santiago. J'admire ce qu'il fait. Hein. Oui. À nous de faire la même chose. Et Mélanie aussi, on n'en parle pas beaucoup de Madame Bien Mélanie. sûr, mais ces gens-là sont quand même contents que le mal dominant, le mal alpha. Si vous voulez, les États-Unis, c'est nous qui les avons créés par intervention militaire. Hein. C'est quand même, on a fait beaucoup de conneries, la France. On a notamment fait les États-Unis. Non, c'est nos gouvernants, pas on, c'est nos gouvernants. C'est Louis XVI en l'occurrence. Il n'y avait pas de démocratie. Bon, C'est bon. allez. Très bien. On arrête là pour les questions. Est-ce qu'il y a une dernière question ou après on peut continuer auprès de la galette si vous voulez Autour de moi, je vous garantis que je leur rabats les oreilles. Hein. Mais bravo, et en tout cas, s'ils veulent nous rejoindre, si les gens de Reconquête X, Y, Z, etc. veulent nous rejoindre, qu'ils viennent. Je ne promets pas ça, mais 6 mois après, elle a pris 3 ans dans la gueule de retraite, mais je lui dis va te promener en forêt, Très bien, chers amis, on va conclure. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.